vous nous retrouvez, soyez les bienvenus pour ces premières journées internationales et digitales de la supply chain. Vous le savez, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de webconférences jusqu'à ce soir 19h, avec aussi, n'oublions pas, la remise du prix de la Startup 2020. Ce sera donc ce soir. Vous pouvez d'ailleurs voter, voyez le lien qui s'affiche actuellement à l'écran. Et nous reprenons donc le cours de nos entretiens avec l'un des plus grands acteurs du transport, de la logistique, XPO Logistics. Bonjour messieurs. Alors je suis avec Vincent Ricci, directeur du développement XPO Logistics, et Nicolas Demange. Donc vous représentez la direction du marché, directeur de marché retail. Alors d'abord XPO Logistics, c'est un nom que l'on connaît, que l'on voit beaucoup en France. On va parler de XPO Logistics France. Rappelez-nous le périmètre de l'entreprise. D'accord, bonjour. On est ravis effectivement d'être sur ce webinar avec vous aujourd'hui. Donc XPO Logistics, c'est une société américaine qui fait 17 milliards de chiffre d'affaires, qui est présente sur deux métiers principaux, que sont le transport et ce qu'on appelle la supply chain, l'intralogistique, avec une répartition de chiffre d'affaires aux États-Unis qui est aux alentours de 65% pour le transport et 35% pour l'activité logistique. En Europe, si on fait un peu de précision sur le périmètre qui nous concerne, donc en Europe, c'est 6,4 milliards de chiffre d'affaires, 50 000 salariés, une présence dans quasiment tous les pays européens, une répartition de notre chiffre d'affaires qui est un peu plus équilibrée entre des activités de transport et de logistique aux alentours des 50-50. XPO, c'est issu du rachat en Europe de Norbert Dentressangle il y a un peu plus de 5 ans. Qui évidemment s'est accentué avec beaucoup de croissance organique depuis 5 ans. Alors, je vous en prie, peut-être vous pouvez compléter. Oui, XPO en France, c'est 1,8 milliard de chiffre d'affaires pour à peu près 180 sites. Et XPO Supply Chain dispose à peu près de 15% de ces sites qui sont mécanisés. Et depuis 2020, donc depuis cette année, on s'est réorganisé par marché pour mieux répondre aux enjeux de la supply chain et puis accroître toujours notre expertise. Oui. Et n'oublions pas que là, nous sommes dans un contexte, bien sûr, post-Covid. Donc, oui. bien entendu, les entreprises ont beaucoup souffert. On en a parlé depuis 3 jours. Elles se sont bien organisées. Elles ont à peu près bien passé la crise quand même. Ça, c'est un premier constat que vous pouvez faire. Il y a eu une baisse des volumes. Celles qui se sont le mieux préparées, ce sont celles qui pouvaient en fait router leur flux vers le e-commerce. Et celles-ci, on peut bénéficier des investissements et des organisations qu'elles avaient mises en place avant le Covid. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, c'est une bonne transition sur le sujet en fait, qu'on voulait partager au travers de ce webinaire, qui est justement en fait, la capacité des retailers à se transformer dans le monde dans lequel on est, et en particulier dans l'omnicanalité. Puisqu'on constate effectivement que les acteurs qui ont mieux passé la crise sont ceux qui avaient très largement anticipé leur omnicanalité et qui ont eu finalement cette capacité en fait, à toucher des clients avec différents canaux de vente. Donc avec une satisfaction client qui est toujours recherchée, bien entendu, vous avez des indicateurs qui sont très suivis. Alors effectivement, on a des indicateurs dans l'intralogistique, dans nos métiers que sont la logistique, sur la performance des clients, et qui est évidemment accrue dans le monde du e-commerce, puisqu'on sait l'importance en fait, de la performance d'une logistique auprès des clients e-commerçants. Donc si je reviens en fait sur la thématique effectivement de ce webinaire, qu'est-ce qui fait finalement le succès des retailers demain ? On est absolument convaincu en fait chez XPO que la capacité en fait des retailers à réussir des projets d'omnicanalité est vraiment la clé de leur succès demain. À ce titre-là, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 4 piliers en fait fondamentaux dans la réussite d'un projet de transformation omnicanale. Le premier élément fondamental en fait, dans la réussite, c'est l'obsession de la satisfaction client. Donc, il y a un certain nombre de retailers qu'on connaît tous qui en ont fait vraiment leur credo, mais la connaissance de ces clients, l'importance qu'on leur donne est effectivement un des vecteurs de succès des retailers. Le deuxième élément, c'est l'accès aux nouvelles technologies. Effectivement, pour mieux connaître ses clients dans un monde digital et dans un monde qui se digitalise, on a besoin d'avoir accès à des technologies qui nous permettent de mieux maîtriser la donnée qui soutient la connaissance des clients.
Le troisième élément fondamental, qui est implicitement lié aux deux premiers, c'est la maîtrise de la donnée. Une fois qu'on a les technologies, une fois qu'on a le portefeuille de clients, il faut qu'on ait cette capacité à maîtriser la data, comme on a l'habitude de dire, pour justement mieux connaître les clients. Et le quatrième élément fondamental, c'est être très attentif en fait, aux innovations qui viendraient disrupter le marché, puisque quand on se lance dans un projet omnicanal, on se lance dans une trajectoire qui est long terme, on se lance sur l'ouverture de nouveaux canaux de distribution qui nécessitent des gros investissements. Donc on a besoin, quand on est distributeur, d'identifier les bonnes technologies et les bonnes innovations qui feront le marché demain. Et peut-être que justement la crise sanitaire, puis aujourd'hui cette accélération de la remise en cause, vous incite à investir plus justement dans l'innovation, les nouvelles technologies? Exactement. C'est une des conséquences qu'on constate. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que l'avenir du retail, il est omnicanal. Il nécessite plus d'investissement dans la supply chain et les supply chains devront être plus performantes, plus résilientes. Et ce qu'on constate sur le marché, c'est que les supply chains qui font le succès du marché demain sont les supply chains qui se spécialisent par format de produit, par opposition aux supply chains qui sont plutôt, dans le retail en tout cas, organisées par famille magasin aujourd'hui. Donc c'est une des convictions fortes qu'on porte et qu'on va essayer de vous exprimer maintenant en repartant sur les éléments fondamentaux de la supply chain. Exactement. Donc le premier, si je reviens sur nos 4 piliers fondamentaux qui traduisent la réussite d'un projet fondamental, le premier, c'est l'obsession de la satisfaction client. Pourquoi l'obsession de la satisfaction client? Parce qu'en fait, on est tous autour de ce séminaire, ce webinar, des consommateurs dans les magasins, mais on est aussi des consommateurs sur Internet. Et on a développé en fait une exigence sur Internet qui se traduit comme étant un standard d'exigence qu'on veut être applicable aussi quand on va acheter en magasin. Je vais prendre un exemple très concret. Quand vous achetez sur Internet, vous vous attendez en fait à forcément trouver l'article que vous choisissez. Vous avez tout un tas de moteurs, vous avez des référentiels qui sont toujours plus larges et vous vous attendez aussi, en tant que consommateur sur Internet, à ce que les délais de livraison soient extrêmement courts. Cette exigence que vous avez développée parce que vous êtes un consommateur sur Internet, vous l'avez quand vous allez dans les magasins. Ça implique quoi pour les distributeurs? Ça implique en fait d'avoir un maillage de magasins qui est plus dense, donc donner accès en fait aux consommateurs à des magasins plus proches de chez eux et des magasins qui ont un assortiment plus large puisque votre attente c'est de trouver les articles que vous voulez quand vous allez en magasin. Et ça, ce changement en fait d'un maillage plus dense avec un assortiment sur des magasins plus petits avec un assortiment plus large change complètement en fait les règles du jeu de la supply chain et nécessite pour les retailers de revoir complètement leur supply chain et l'intralogistique évidemment puisqu'on en parlera un peu après. Oui, donc ça veut dire que l'avenir, c'est à plus de petites surfaces, peut-être dans les cœurs de ville, ça va se redévelopper. On le voit avec le click and collect ou avec le drive, par exemple, un piéton notamment. C'est ça qui vous incite à accélérer le changement, en fait. Exactement. Alors, dans l'organisation de la logistique. Parfaitement. Donc nous, on est plutôt suiveurs en fait, de cette tendance-là, puisqu'en tant que logisticien, on accompagne nos clients, on est une société de services, mais on voit effectivement par le prisme de tous nos clients cette transformation s'opérer et on essaie d'apporter finalement de la performance sur l'intralogistique qui fera le succès des retailers demain. Un complément? Oui, c'est-à-dire que le point fondamental, en fait, numéro 2, ça concerne l'investissement. Le premier, expliqué par Vincent, c'était la satisfaction. Ce qu'on voit, c'est que les pure players ont investi ces 5 dernières années 5 fois plus dans les solutions informatiques que le top 10 des gros retailers. Ça veut dire qu'ils ont réussi à développer en fait, des outils informatiques de traçabilité sur toute la chaîne qui nous ont permis, notamment pendant le Covid, de pouvoir commander les produits et comme on disait un peu en introduction, les entreprises qui avaient également anticipé en fait, entre guillemets, le besoin en e-commerce ont pu router leur flux et en fait avoir une sorte de retour sur investissement qu'ils avaient pu faire déjà sur la partie informatique. Et donc sur la partie, on va dire, logistique, il faut aller bien plus loin que le simple WMS, TMS ou une couche de business intelligence. Il y a encore un potentiel énorme en informatique
Et on l'a vu, il y a des bénéfices et des retours qui sont très importants, surtout dans des périodes de crise comme on est en train de traverser actuellement. Donc, gros investissement en vue dans ce domaine. Oui, c'est-à-dire que nous, par exemple, si on prend, alors on peut prendre XPO, mais on peut prendre l'ensemble du marché. XPO, chaque année, c'est à peu près 500 millions de dollars dans les nouvelles technologies et dans l'informatique. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous, on s'est rapproché en fait des écoles, notamment le MIT, qui permet en fait de booster un peu nos bureaux d'études sur des nouvelles technologies, également des technologies vertes, parce que ça nous évite d'être trop dans le guidon, et ça nous permet de prendre du recul et de proposer des solutions, notamment avec des intégrateurs. Alors nous, on le fait avec le MIT parce qu'ils ont un programme, mais si on prend Polytechnique, HEC, ESCP, ESSEC, ils ont tous des chaires en fait, logistique et transport. Et il faut que les entreprises se rapprochent en fait, de ces grandes écoles pour également en fait, profiter de nos chercheurs et des dernières innovations. En fait. Oui. Et ces innovations, elles porteront plus sur les entrepôts, la gestion des stocks. On parlait d'exosquelettes pas mal pendant ces webconférences. Aussi les LED qui vont permettre des économies d'énergie ou parfois les capteurs. C'est ça, l'évolution sera dans ce sens. Alors l'évolution sera verte. Excuse-moi, vas-y. Non, effectivement, je vous rejoins en fait, et je pense que c'est ce qu'allait traduire aussi Nicolas. L'évolution, elle est technologique, elle est dans les innovations physiques, donc dans le hardware en fait, qui finalement permet d'automatiser ou de mécaniser, ça dépend le terme qu'on utilise, les entrepôts, mais elle est aussi dans la donnée. C'est ça, le suivi notamment des stocks. Exactement. Et si on revient en fait sur ce qui est finalement l'attention qu'on a dans cette conférence, la maîtrise de la donnée, elle est extrêmement importante dans la réussite des projets omnicanaux. C'est le point fondamental 3 finalement qu'on évoquait. La maîtrise de la donnée. Et nous, en tant que logisticiens, en fait, on a dans nos entrepôts accès en fait, à un volume de données qui est extrêmement significatif. Cette donnée, en fait, elle a une valeur puisque au travers de cette donnée, on permet aux retailers de maîtriser mieux leur connaissance des clients. On a les portefeuilles de commandes de clients. On a la constitution des commandes des clients. On a parfois accès en fait aussi à potentiellement des données sur des typologies de clients qu'on peut rapprocher des commandes. Et cette donnée-là, effectivement, les retailers qui la maîtriseront au travers de ce qu'on peut nous tracer comme données, seront ceux qui réussiront demain. Et je crois que Nicolas a d'ailleurs un exemple en fait, à ce titre-là de ce qu'on a pu monter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a monté une couche en fait, d'analyse des datas qui nous permet en fait, de remonter en temps réel donc, les productivités, mais également en fait, de les mettre en ligne sur les smartphones pour nos clients. Également d'avoir une traçabilité en, fait, en temps réel donc, des produits dans l'entrepôt, puisqu'aujourd'hui le consommateur veut savoir quel est l'état de sa commande dans l'entrepôt, et également le suivi en temps réel du transport. Et en fait, cette couche en fait, de business intelligence nous permet, pour nos clients, d'apporter de la valeur ajoutée à partir en fait, d'un portefeuille de l'ensemble des commandes, comme disait Vincent, qui se trouve en fait, dans nos entrepôts, dans nos WMS. Puisque, d'ailleurs, quand on regarde le e-commerce, c'est un portail web qui est plugué sur la logistique, sur les entrepôts. Et ce e-commerce accélère les changements de comportement, on l'a bien vu déjà, hein, avec la hausse de la consommation. Ça vous oblige donc là vraiment à vous réorganiser. Et donc aujourd'hui, quelle est la situation ? Vous êtes plutôt proactif sur ce domaine, vu quand même la montée en puissance des sites de e-commerce ? Alors on est effectivement très proactif. On a quasiment 15 à 20% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires en France qui est constitué d'activités e-commerce, soit avec des pure players, soit des acteurs qu'on appelle communément click and mortar. Et effectivement, c'est une tendance de fond. Et à ce titre-là, effectivement, on a développé des outils informatiques pour mieux piloter et prédire en fait ces activités. Et on a aussi accès à un certain nombre de technologies. Également. Et d'ailleurs, c'est le point fondamental numéro 4 qu'on évoquait, c'est l'accès à l'innovation. L'innovation, si on se met dans le prisme en fait, d'XPO, nous, ce qu'on gère, c'est les entrepôts. Et l'entrepôt, en fait, demain, dans la réussite des projets omnicanaux des retailers, il est extrêmement important parce qu'il permet d'accélérer les flux. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'innovations qui vous permettent en fait, de livrer
plus vite vos clients, qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle des cut-off favorisés aux clients, donc d'être livré parfois même le même jour, à ceci près qu'effectivement, il faut identifier la bonne technologie aujourd'hui et qui soit valide dans le temps. Oui, c'est toujours prêt à livrer. C'est le cross-docking, c'est-à-dire qu'il faut gérer les flux tout en ayant le stock. C'est quand même pas toujours facile s'il y a des pics à un moment. Exactement. Donc c'est tout subites. l'enjeu de la performance en fait d'une omnicanalité quand on cherche à aller toucher des clients digitaux. Elle passe par la performance de la supply chain. Exactement. On a quelques exemples d'ailleurs en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on a une vidéo qui va montrer en fait les différentes technologies qu'on utilise, mais qui sont également sur le marché. Donc il y a une première technologie qui est la robotisation. La robotisation, ça touche surtout en fait c'est un spécifique souvent par client pour répondre à une contrainte. Le robot, par exemple, qu'on voit, qui est Mars, c'est un robot qui permet de prendre 6 types de produits différents, du sachet au colis. Après, il y a aussi j'ai vu un drone. exactement. Hein, Donc, ça. voilà, il y a également des évolutions beaucoup plus légères, comme les drones qui permettent de faire des inventaires ou des inventaires, bientôt des inventaires la nuit. Dans l'entrepôt. Hein, c'est pas Dans prévu l'entrepôt, exactement. de transporter des charges en extérieur. Non. Pas pour l'instant. Après, il y a des solutions beaucoup plus lourdes. On va voir, on a vu Sarenza et on le verra tout à l'heure, qui est vraiment de la mécanisation très puissante. Ce que veut particulièrement le client, et on le voit à l'écran, c'est la traçabilité à l'intérieur de l'entrepôt et qui remonte notamment par le web. Et puis, il y a un mixte aussi entre homme et puis machine. C'est notamment le Pick Book to Light qui permet de livrer des magasins en retail de façon plus efficace. Ce que l'on voit là, c'est entrepôt prêt à livraison, c'est ça, chez le particulier ou le commerçant? C'est la dernière étape? Ou le magasin directement? Ah oui, donc là, c'est vraiment les dernières étapes. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on montre, en fait, les solutions mécanisées ne sont pas forcément pour le e-commerce, elles sont également pour les retailers. Et c'est ça, entre autres, le gros changement de l'omnicanalité. Alors, donc, si l'on parle maintenant donc, justement des produits, parce qu'ils évoluent, hein, il y a aussi les produits frais, ça c'est aussi peut-être une spécificité. Si le e-commerce produits frais se développe, pour l'instant il est encore un peu limité, mais tout le monde se dit, voilà, le jour où, je peux citer Amazon, hein, ça ne vous gêne pas, le jour où ils vont se lancer vraiment dans de la livraison express de biens alimentaires, là ça va demander une sacrée organisation et peut-être qu'ils seront obligés de sous-traiter ou de passer par des spécialistes comme vous. Oui, exactement. Et en fait, on parle de plus en plus en fait, de spécialisation de la supply chain. Et en particulier par format de produit. Vous avez donné un bon exemple qui est l'alimentaire, qui justifie d'avoir une logistique qui soit très spécifique en fait à cette typologie d'articles qu'on va traiter. Mais de la même manière, en fait, on a également d'autres formats de supply chain qui se mettent en place et qui sont propres en fait à des typologies de formats. Donc l'alimentaire est un exemple, donc tous les produits à température dirigée. Les gros produits qu'on associe souvent aux produits électroménagers, les produits moyens qu'on associe également en fait aux produits électroniques, et les petits produits qui sont souvent assimilés en fait aux produits culture ou textile. Donc les entrepôts vont s'adapter à la taille des produits, c'est ça vous voulez dire? Alors beaucoup plus, c'est effectivement une des tendances de fond qu'on constate, qui est pour aller chercher de la performance et des supply chains qui soient résilientes également aux crises, et en particulier à celles qu'on a vécues et qu'on continue de vivre. Ce qu'on constate, c'est vraiment une spécialisation de la supply chain par format de produit, une fois de plus par opposition au format de magasin. Exactement. Et notamment, si on prend, si on zoome en fait sur les enjeux liés notamment aux gros produits de type électroménager, l'un des gros changements sur l'électroménager, c'est que le consommateur, il veut être livré en J+1 sur un gros produit, il ne veut plus être livré en J+4 ou J+7. Quand il passe sa commande en magasin ou sur le web, il veut pouvoir décider quand est-ce qu'il va être livré, parce que il faut qu'il soit présent pour ce type de produit. Ce n'est pas des produits comme les autres qu'on verra qui peuvent être laissés soit chez le voisin ou glisser dans la... Exactement. Et puis, c'est aussi des produits pour lesquels le consommateur ne veut pas forcément l'installer lui-même et il a besoin d'avoir du coup du personnel qui le fasse à sa place. Et enfin, le consommateur est de plus en plus
vert et écologie, il veut, quand il commande, avoir un produit qui puisse être derrière récupérer son ancien et le recycler. Alors, l'impact on va dire, de cette promesse client sur notre logistique, ça veut dire que d'une part, il faut un SI un système d'information qui soit bien intégré à la solution. C'est-à-dire que quand on décide de passer commande et de se faire livrer, il faut qu'on puisse avoir en temps réel un planning et une capacité de transport pour booker en fait le rendez-vous. Voilà. Ensuite, ça veut dire qu'il faut du personnel qui soit qualifié pour l'installer, donc c'est du personnel spécifique, et puis du matériel également spécifique pour le livrer. Et donc, une fois qu'il est installé, il faut toute une gestion derrière une logistique et transport de recyclage en fait de l'ancien produit. Ce sera aussi votre mission dans l'avenir de recycler, de faire revenir les produits. Donc il y aura un retour marchandise et puis après ça partira soit dans de l'économie circulaire, mais ça c'est prévu aussi, donc c'est un nouveau métier qui va se développer. C'est un nouveau métier, effectivement, c'est ce qu'évoquait Nicolas. En fait, ces catégories de produits, en fait, des gros produits, des produits électroménagers, nécessitent en fait une logistique. Exactement, nécessite une logistique qui soit en capacité justement de recycler. Ce dont on n'a pas besoin sur toutes les logistiques de tous les formats de produits. On n'a pas forcément ce sujet sur les produits électroniques, par exemple. Et par opposition, sur les produits électroniques, on a de plus en plus affaire en fait, à de la logistique qui nécessite en fait une différenciation retardée en entrepôt. Je vais prendre un exemple très concret, vous l'avez d'ailleurs en vidéo en fait, à l'écran. Quand vous achetez un téléphone, donc souvent des produits qu'on assimile à ces catégories de formats, vous achetez aussi une carte SIM, vous achetez souvent une coque, et vous avez besoin en fait que le tout soit personnalisé, et en particulier que la carte SIM soit associée au téléphone. Et ces activités en fait, à forte valeur ajoutée en fin de process de préparation de commande s'automatisent assez facilement, se robotisent. Il y a des technologies issues de l'automobile notamment qui permettent d'aller chercher beaucoup de performance dans ces tâches-là. Et donc on est sur des logistiques effectivement avec de la différenciation retardée qui sont très propres à ces typologies de produits. En plus de ça, c'est des logistiques sur les produits électroniques qui nécessitent aussi souvent un SAV, une proximité avec le SAV très forte. Et donc de plus en plus, on voit l'intégration des SAV au sein des entrepôts logistiques pour être au plus proche des produits notamment. Ça, c'est une possibilité après de gérer aussi le SAV. Vous pourriez faire un retour vers les fournisseurs. Ça serait une mission qui pourrait être ajoutée à votre vos fonctions. Complètement. En fait, on gère aujourd'hui des activités en fait de ce qu'on appelle de la reverse logistique, donc la gestion de retour, dans laquelle il y a également aussi des services à valeur ajoutée, notamment dans les réparations de premier niveau qu'on peut faire sur des produits électroniques. Alors, il nous reste à peu près 5-6 minutes avant les questions, avant les questions des internautes. Donc, je vous propose de poursuivre. Vous vouliez, je crois, faire état du cas Sarenza ou peut-être parler auparavant de la mutualisation, peut-être aussi des... Oui. Non, en effet, on peut introduire la partie Sarenza sur les produits de type textile. En introduction sur les produits textiles, ce qu'on peut dire, c'est que le consommateur, déjà, ce qu'il souhaite, c'est être livré entre H+1 et puis J+2. Ensuite, le consommateur, il va avoir des produits dans le textile, soit en promotion, soit en solde, soit par collection, soit par saison. Et en plus, il veut avoir sa taille, son coloris, et malgré tout ça, il veut avoir la possibilité de refuser le produit qui ne lui convient pas ou qui n'est pas à sa taille. Voilà. Donc d'un point de vue logistique, l'impact, c'est qu'on va avoir des gros entrepôts textiles qui vont densifier énormément les stocks et surtout une capacité de tri très importante pour trouver juste le produit qu'il faut et qui est commandé par le consommateur. Donc ça se traduit de plus en plus en fait par de la mécanisation cette fois-ci très lourde de nos entrepôts. On l'a chez nous avec Sarenza qu'on va voir juste après que Vincent va expliquer. Sarenza sous-traite entièrement à XPO. Exactement. Toutes ces tâches. Exactement. Donc cette logistique en fait elle doit permettre de livrer le produit chez le consommateur et que le consommateur également ait la possibilité d'essayer de le refuser.
La différence entre un retour de type recyclage qu'on discutait tout à l'heure et puis un retour de type textile, c'est que cette fois-ci, en retour d'entrepôt, il y a un contrôle qualité pour remise en stock en fait, du produit pour qu'il puisse de nouveau être Parce que consommé. c'est un refus du client qui C'est un finalement refus du client, ne exactement. souhaite pas le produit. Donc, sur cette partie-là, du coup, un même produit peut être relivré plusieurs fois et ça veut dire qu'il faut aussi un transport qui soit de plus en plus vert, de plus en plus écologique et au plus près du client. Oui, et ça fait un étage de plus pour retransférer le produit chez le fournisseur. Exactement. Exactement. Donc c'est une sacrée chaîne logistique, effectivement. Donc, Et si on s'attarde un tout petit peu sur le cas de Sarenza, Ouais. qui est un bon exemple en fait de la définition théorique en fait des activités textiles qu'évoquait Nicolas. Sarenza, c'est un client pour lequel on opère en fait l'entrepôt de distribution en France, qui est l'entrepôt unique en fait de distribution de Sarenza, et qui a fait preuve de beaucoup de résilience finalement pendant cette crise du Covid, en étant justement en capacité de traiter des flux du groupe Monoprix, auquel appartient Sarenza, de produits d'hygiène, etc., qui sont de même type de format. Donc on a une logistique Sarenza qui était adaptée à son type de format de produit, donc en l'occurrence des chaussures, et ce qui a pu être traité par cet outil logistique de format similaire du groupe Monoprix a été traité par cet outil logistique pendant la crise pour être en capacité de servir les clients du groupe C'est une sorte Monoprix. de kit, c'est ça, enfin un peu, je ne sais pas si on appelle ça le kitting, peut-être pas forcément, mais si on regroupe des produits de même taille ou... Là, en l'occurrence, c'était vraiment l'utilisation d'un outil logistique Ouais, c'est ça, pour- adapté à Ouais. une typologie en fait, de format c'est ça. sur d'autres C'est pour catégories optimiser de formats. Ouais. Exactement. Et pour en arriver à ces succès, donc ça veut dire des investissements qui sont partagés. Comment ça se passe avec Sarenza? Ils ont Alors, on va pas parler du cas Sarenza en Ouais. particulier, mais Ouais. on a plusieurs cas de figure. On a la capacité, effectivement, à nous financer ces investissements. Parfois, il y a des financeurs externes qui peuvent venir aussi financer ce type d'investissement, ou bien on peut avoir des investissements partagés entre nos clients et nous prestataires. Et après, le modèle économique s'adapte au choix du scénario de financement. C'est-à-dire si, par exemple, le client a son entrepôt, en général, il aime bien porter son outil de production. Si à l'inverse, l'entrepôt est plutôt sous-traité, loué, c'est très souvent le prestataire qui porte les investissements. Donc il faut aussi avoir une capacité à porter ces investissements-là. Il n'est pas forcément très nombreux d'ailleurs pour le faire. Ça représente beaucoup d'investissements là, prévus dans les années qui viennent pour justement moderniser cette chaîne logistique. J'imagine Ouais. qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont maintenant accélérer cette démarche pour être à niveau, vu les changements de comportement des consommateurs. Complètement, c'est une tendance de fond qui est effectivement d'aller chercher de la performance par l'outil logistique. Donc après, il ne faut pas être dogmatique sur l'automatisation ou la mécanisation. On l'a fait quand elle a un sens, notamment économique, mais pas que. Mais effectivement, c'est une tendance quand même qui est très forte et très ancrée pour aller chercher de la performance que d'aller chercher des outils plus automatisés demain. Je vous laisse conclure avant de passer aux questions, puisqu'il nous reste à peu près une minute, et puis on va écouter les internautes. Alors, je pense qu'on a essayé de traduire un certain Ouais. nombre de messages, mais une des convictions effectivement assez fortes quand même qu'on porte, c'est le fait que demain, le monde sera nécessairement omnicanal chez les retailers. Personne, et c'est vraiment accentué par cet effet crise, on s'aperçoit une fois de plus que les retailers qui s'en sortent le mieux sont ceux qui étaient omnicanaux pendant la crise. Donc ça va être vraiment accentué par ce phénomène-là. Et qu'à ce titre-là, les supply chains vont vraiment se spécialiser, vont être plus résilientes, plus performantes par la mise en place de logistique qui soit organisée beaucoup plus par format de produit que par famille de magasins, comme on peut se constater aujourd'hui. Ce qui veut dire que si, par malheur, une nouvelle vague arrivait, vous seriez prêt, vous seriez plus résistant aujourd'hui à cette nouvelle vague, peut-être de confinement, espérons que ça n'arrivera pas, mais on serait capable de mieux s'organiser et de mieux affronter en tout cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sera en capacité d'accompagner nos clients, à être eux-mêmes en capacité de livrer leurs clients par d'autres canaux de distribution, si toutefois, en fait, des magasins physiques pouvaient être amenés à être fermés, par exemple. Donc la réponse est clairement oui. À court terme, l'enjeu, il est quand même beaucoup plus d'accompagner cette transformation dans du moyen long terme.
Très bien, écoutez, merci. Je vous propose maintenant de passer à la session des questions des internautes. Elles sont nombreuses parce qu'effectivement, ce que vous avez dit interpelle beaucoup et suscite des réactions. Alors, Brice Giraud avec les questions donc, des internautes. Bonjour à tous. Première question, quel est selon vous l'avenir de l'intelligence artificielle dans la supply chain? Est-ce que vous investissez dans l'IA? Alors oui, l'intelligence artificielle est importante, notamment sur les produits textiles, puisque elle doit nous permettre en fait d'anticiper les tendances. Complètement, l'intelligence artificielle sera un atout dans les années à venir. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a des partenariats avec des sociétés comme le MIT aussi, qui sont très avancées sur ce type de technologie, pour justement essayer de voir dans quelle mesure il peut y avoir une adéquation entre nos enjeux d'intralogistique et ces technologies de maîtrise de la donnée toujours plus puissantes. Vous avez parlé de maîtrise de la donnée justement et de traçabilité. Est-ce que vous utilisez la technologie Beacon? Alors là, je vais me poser une colle. Je serais bien incapable de répondre à la question et je m'en excuse par avance. C'est-à-dire sur la diode, la LED intelligente, c'est ça qui permet d'assurer un tracking visuel également. Vous savez, c'est la LED Beacon. Alors, c'est les RFID, ouais. mais version améliorée. Alors c'est vrai qu'on utilise beaucoup le RFID avec beaucoup de nos clients. Les objets connectés, notamment l'IoT, le réseau IoT, c'est aussi quelque chose qu'on utilise également en ce moment. Dans tous les cas, la traçabilité et surtout la traçabilité temps réel, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui et qu'on continue de développer. Un des exemples, c'est notamment quand vous commandez un appareil électroménager, vous pouvez voir aujourd'hui en temps réel le camion qui se déplace et qui va arriver chez vous pour vous livrer. Donc ça, c'est des technologies qu'on utilise. Et comme disait Vincent, on a une telle masse de data dans nos entrepôts qu'on doit les utiliser et on doit les tracer. En tout cas, on ne se bloque pas sur des innovations, que ce soit de traçabilité, que ce soit de robotisation ou d'automatisation, sur tous les domaines. Vous avez des pays qui sont justement précurseurs dans le domaine de l'innovation. Est-ce que, par exemple, vous regardez ce qui peut se faire en Chine, par exemple, ou aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des pays qui sont des best practices? Alors, la France est quand même un des pays dans lequel le niveau d'automatisation de la logistique est très élevé. Une des raisons, c'est effectivement les coûts de main-d'œuvre. On retrouve des niveaux d'automatisation dans les pays à fort taux de main-d'œuvre. Et on a beaucoup de start-up aujourd'hui françaises qui sont précurseurs en fait, des technologies demain. J'ai un exemple en fait, avec notamment la société Exotech pour laquelle on opère une activité pour le compte d'un pure player qui aujourd'hui est en train de changer un petit peu la vision de la robotisation en logistique. Au sein même d'XPO, vous avez tout à fait. régulièrement des compétitions, vous accueillez des startups. Ça, c'est important aussi. Exactement. Vous les accompagnez pour le développement. On est complètement en veille effectivement des nouvelles technologies. On a, alors c'est à l'échelle des pays, à l'échelle européenne, à l'échelle effectivement corporate du groupe avec le partenariat MIT, on a vraiment en fait développé un ADN d'innovation et on est tous effectivement à la recherche des pépites de main qui nous permettront d'accompagner nos clients. Alors justement, vous venez de réévoquer l'automatisation poussée. Il y avait une question. Est-ce que cette automatisation poussée est une réponse possible aux crises comme celle du Covid? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Nous, les entrepôts qui ont continué à fonctionner dans l'alimentaire notamment étaient des entrepôts qui étaient plutôt opérés manuellement. Donc je pense qu'effectivement l'automatisation permet d'aller chercher de la performance. Est-ce qu'elle aurait permis de mieux traiter la crise? Je ne suis pas certain en fait, en l'occurrence. Après, c'est vrai que la situation dans les entrepôts a fait aussi que les coûts de production étaient un peu plus
élevé du fait des mesures de distanciation et qui ont amené une légère baisse de productivité, ce qui ne serait pas forcément le cas avec de la mécanisation. Mais ce n'est pas forcément lié en fait au Covid. C'est plus les investissements sont faits sur tellement d'années qui ne sont pas forcément liés à une crise comme le Covid. Pendant la crise, vous avez dû faire appel à de la main-d'œuvre pour renforcer les effectifs qui étaient absents. Alors, pas absent. En fait, on a eu des activités dans lesquelles qui ont nécessité beaucoup plus de main-d'œuvre parce qu'il y a eu plus de forte demande. Et donc, grâce à nos campus, on a pu transférer du personnel d'entrepôts dans lesquels il y avait une baisse de volume vers des entrepôts dans lesquels il y avait des pics d'activité en mois de mars-avril notamment. Alors, comment assurez-vous l'adéquation de besoins clients de plus en plus fluctuants et court terme vis-à-vis d'investissements de plus en plus lourds et nécessitant des engagements long terme? Alors, il y a plusieurs réponses qu'on s'est données. En fait, la première, c'est effectivement d'essayer de mutualiser une partie des investissements sur plusieurs clients, ce qui permet en général en fait, de limiter la dépendance d'un client à l'investissement qui est fait, qui lui est propre. Et la deuxième réponse, c'est d'essayer d'avoir toujours une solution technologique qui soit adaptée à l'ambition dans le temps du client, quoi. Donc effectivement, on travaille sur des notions de payback et de ROI. Si le client a une vision très long terme de la logistique qu'il veut mettre en place, on sait qu'on a une capacité en fait, à innover qui est beaucoup plus forte que si on a un client qui a une vision de sa logistique qui est beaucoup plus court terme et auquel cas on fera appel à des technologies qui ont des paybacks beaucoup plus courts. Donc c'est vraiment le pragmatisme qui est la bonne réponse à l'adéquation, à cette adéquation. Alors une autre question sur la conciliation, comment on arrive à concilier les attentes des consommateurs et celles des citoyens qui sont parfois un peu contradictoires en termes RSE notamment? En ayant des stocks de proximité et en favorisant notamment une économie un peu plus verte, je pense. On est extrêmement attentif à notre impact environnemental et sociétal. Si je me mets dans le prisme du sociétal, on a une JV qui s'appelle Logins avec le groupe ARES qui travaille sur de la réinsertion professionnelle et de façon quasiment systématique. On s'appuie aussi sur cette société pour essayer de favoriser justement la réinsertion et en termes d'environnement. Systématiquement, lorsqu'on ouvre des nouveaux entrepôts, on s'assure effectivement qu'on soit aux normes environnementales les plus favorables de façon systématique. Donc, de la même manière, l'attention qu'on a dans la mise en place de nos solutions logistiques prend comme paramètre à la fois le paramètre social et environnemental. Sur la partie du transport, on a des camions qui sont dans les dernières normes pour 80% de notre parc. On favorise aussi le fluvial et puis on investit également dans l'hydrogène et l'électrique pour la livraison urbaine. Donc là, c'est le fameux dernier kilomètre. Là, Oui. vous travaillez beaucoup sur cette question, Ouais. avec peut-être l'arrivée de l'électrique qui pourrait prendre sa place. C'est à l'étude, en tout cas, j'imagine. Vous parlez des camions électriques? Pour certaines, en tout cas des petites structures qui pourraient assurer le dernier kilomètre dans les cœurs de ville. Oui, effectivement. Alors après, nous, sur ce marché en particulier, on fait plutôt appel à de la sous-traitance. Mais dans les sous-traitants avec lesquels on travaille, on est extrêmement attentif, effectivement, à ce que leur impact aussi environnemental soit fort. Et il y en a un certain nombre qui ont déjà développé, justement, des mutualisations de parcs avec des outils électriques. Ça peut vous arriver d'utiliser justement les vélos, les triporteurs c'est en sous-traitance à ce moment-là que vous le faites pour les tout petits colis de dernière. Alors, nos clients e-commerçants peuvent être amenés à le faire pour un certain nombre de livraisons très spécifiques urbaines. Bon, je crois que vous venez quasiment de répondre à la dernière question qui était: est-ce qu'on peut réfléchir à l'entrepôt en termes de satisfaction client en dehors d'un réseau de transport cohérent? Je crois que vous venez partiellement d'y répondre.
Avec les canaux, il y a le fluvial, il y a le ferroutage, j'imagine aussi, qui est important. Oui, mais je pense qu'on a un bon exemple en fait d'une success story dans le fluvial ou pour le compte d'un retailer, français majeur, leader du marché. On organise pour toutes les livraisons des magasins dans Paris un transport fluvial du port de Gennevilliers jusqu'au port de Cornell Bien sûr. Paris. On les voit d'ailleurs très exactement, bien. Les Il y a un fameux... port spécifique qui s'est créé en plein Paris. Exactement. Pas loin de la Tour Eiffel d'ailleurs. Exactement. On voit les containers. XPO, ouais, c'est ça. C'est une belle expérience. Exactement. Et donc ça, c'est un exemple. Ça peut être dupliqué dans d'autres villes. Enfin, on pense aux villes aujourd'hui qui sont passées dans le vert. Bordeaux, Lyon, Lyon, un peu Marseille aussi. Mais c'est exactement des exemples de technologies qu'on a été capable de mettre en place dans Paris, qu'on pourrait tout à fait envisager de dupliquer, soit pour le compte d'autres clients à Paris, soit d'autres villes effectivement qui auraient la capacité à accueillir ce type de flux. Et sur le plan donc du coût de prix de revient du transport, c'est plus avantageux, parce qu'on dit toujours que c'est la route quand même qui coûte le moins cher. Alors, en fait, on ne raisonne pas qu'en prix. En fait, il faut avoir aussi la dimension du temps, effectivement, et puis de l'impact environnemental qu'on veut donner dans sa livraison. Donc, effectivement, si on raisonne qu'en coût, ce n'est pas nécessairement la solution la mieux disante, quoique ce n'est pas non plus, prohibitif. Mais effectivement, quand on intègre en fait, d'autres critères autres que le prix, on a une solution qui est tout à fait pertinente. Ouais. En termes d'implantation, XPO a prévu d'augmenter sa présence, sa surface entreposable en France, stockage? Oui, complètement. En fait, on a à peu près 85 sites en France aujourd'hui et on prévoit d'en ouvrir, je pense, une dizaine dans les 12 prochains mois. Donc, on continue d'être sur une croissance organique très forte. En vue du boom du e-commerce qui va sûrement bousculer les habitudes. Notamment. Entre autres, soit par de la croissance organique d'un certain nombre de clients, soit effectivement par la mise en place de nouveaux entrepôts pour le compte de clients B2B qui décident d'ouvrir des canaux B2C. Donc on est dans le cœur de l'omnicanalité. Et le fait d'accompagner tous ces clients-là nous génère, nous, de la croissance très forte. Alors si on veut conclure, il nous reste 2 minutes. On a compris innovation, technologie, en même temps meilleure préparation, ce que vous faites. La crise d'ailleurs a peut-être accéléré les choses. Oui. Et aujourd'hui, on est prêt à affronter ce nouveau schéma finalement, cette nouvelle organisation du commerce. Vous êtes prêt à vous entendre? On est complètement prêt. Aujourd'hui, les solutions mécanisées sont matures, les solutions informatiques sont présentes. On a également l'ensemble des structures qui permettent d'avoir des études, de faire des études à la fois de solutions économiques et de respect de l'environnement pour nos clients. Donc c'est complètement mature et on l'a vu dernièrement dans le Covid avec l'utilisation des drives et de la proximité de livraison en moins de 2 heures de produits déjà achetés sur le web. Ouais, tout à fait. Vincent Ricci, c'est votre position aussi, c'est plus meilleure préparation et donc la technologie au service de la chaîne logistique? Complètement, je pense que je rejoins effectivement le propos de Nicolas. Est-ce qu'on est prêt? La réponse, elle est oui. On n'a pas attendu en fait cette crise-là pour savoir et pour savoir à quel point la technologie était la bonne réponse en fait à la performance de la logistique. Il y a une nouvelle dimension qui est apportée par la crise qui est effectivement d'être certain qu'on crée des logistiques qui soient résilientes. Donc c'est une nouvelle dimension qu'on intègre aujourd'hui. Mais effectivement, je pense qu'on est paré pour la transformation du monde du retail de demain. Et aussi au pic de consommation qui pourrait s'accélérer sur ce 3e trimestre, puisqu'on parle de 15% de consommation en hausse. On verra, mais en tout cas, ça ne se présente pas trop mal, même si ça ne suffira pas pour éponger les pertes liées à la crise, bien entendu. Il faudra quand même encore au moins 1 an pour oublier tout ça. Messieurs, merci beaucoup, c'était passionnant, merci pour cet éclairage. Dans un instant, eh bien, vous allez retrouver Pierre Monceau qui va donc être avec Huda Beauty. Donc nous allons avoir une nouvelle webconférence dans un quart d'heure
Je vous laisse donc avec Pierre Monceau et je vous rappelle qu'on peut voter aussi pour le prix de la Startup 2020 et que nous continuons nos conférences tout l'après-midi donc pour ces journées internationales et digitales de la supply chain. Merci.